Merci beaucoup pour l'introduction. Et oui, surtout pour l'invitation. C'est un grand honneur, évidemment, de parler ici. Alors oui, pour l'organisation, vous venez de dire, donc on va faire 2 heures tous les lundis pendant 4 séances. Oui, oui, donc voilà, je voulais fixer les détails avec le public. Et je propose de faire une pause au milieu. Donc on va faire après, plus ou moins au milieu pour que je ne m'arrête pas au milieu de la phrase. Et voilà, donc ça c'est les notes du cours qui sont là déjà, mais qui sont là pour la première séance, un peu pour la suite un petit peu, et après je vais compléter au fur et à mesure. Parce que je ne suis pas certain encore à quelle vitesse je vais avancer. Et voilà, donc oui, mon adresse email, il est écrit là, donc c'est ça. Ouais, c'est ça mon adresse email. Aïe, aïe, aïe. Ça commence bien. Etc. D'accord. Donc pour l'organisation, c'est ça, et je pense que je vais commencer à parler des maths. Après, je vais m'occuper du modèle assez particulier, mais les applications d'ondes, c'est un objet géométrique, donc je vais commencer par introduire comment ce contenu géométrique général. Donc je commence avec ma première section, la description du modèle. Donc, qu'est-ce que c'est une application d'onde? C'est un objet suivant, géométrique. Donc, j'ai 2 variétés. C'est une généralisation géométrique naturelle de l'équation d'onde linéaire. Donc, j'ai 2 variétés. Il y en a une qui est lorentzienne. Et l'autre qui est riemannienne. Et dans cette situation, je définis un Lagrangien, donc je définis Lagrangien L d'une application phi qui est 1/2 de l'intégrale de... bon, ce que je vais mettre entre guillemets, la norme de Hilbert-Schmidt de la dérivée de phi au carré. Et je mets, donc ça veut dire la norme de Hilbert-Schmidt, donc ça veut dire la somme des normes au carré des images des vecteurs de la base orthonormée. Mais ce n'est pas positif parce que j'ai la variété lorentzienne ici, donc il faut mettre des signes qu'il faut. En termes en coordonnées, ça s'écrit de manière assez simple. Donc, G alpha bêta H A B et phi 1 D alpha phi 1 D bêta phi B. Et il faut mettre la mesure qui vient avec la métrique. Et donc ça, c'est géométriquement, c'est ce que je viens de dire. Et donc, application d'onde. C'est pas facile d'écrire ici bas. C'est un point critique. Excusez-moi, je vais essayer de décrire un peu plus soigneusement de L. Pour des variations lisses à support compact. Voilà, donc ça c'est la définition générale. Après, on peut écrire l'équation de Euler-Lagrange qui est assez longue. Je l'ai écrite dans les notes.
mais ce n'est pas très important pour moi maintenant. Donc dans cette généralité, on peut étudier la théorie locale, donc ça a été fait par beaucoup de gens, et en particulier on cite donc existence locale. Remarque. Existence. Donc problème de Cauchy plutôt, je veux dire. Cauchy pour des données régulières, ça a été étudié par Schockebruer. Et pas que par d'autres gens. Donc ça c'est la situation générale. Quelques remarques. Une remarque, c'est que si n égale à 0, donc le cas de la plus petite dimension de mon espace de départ, c'est l'équation des géodésiques. Sur n, sur la variété riemannienne n. Donc, un autre cas spécial, c'est quand n, la variété d'arrivée, c'est l'espace euclidien. Et dans ces cas-là, on obtient l'équation linéaire des ondes. Des ondes typiques, donc linéaires. Sur la variété lorentzienne M. Et enfin, ce qui sera important pour moi plus tard, c'est donc à partir de maintenant, c'est un cas spécial. Où M, c'est la variété produit de R fois une variété riemannienne, M. Et riemannienne, et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on écrit les coordonnées, donc la coordonnée sur M, je l'écris comme Tx, où X appartient à M tilde, et ça c'est le temps. Alors j'interprète T comme le temps, et je peux écrire à ce moment-là le Lagrangien comme le Lagrangien d'un système naturel, donc la différence d'énergie cinétique et énergie potentielle. Donc ça, je peux écrire comme ça. Énergie cinétique, c'est... J'ai écrit deux intégrales parce que je pense à l'intégration en T en X, ici. De la dérivée temporelle, ça c'est l'énergie cinétique, et moins la norme de Hilbert-Schmidt de la dérivée en X. Enfin, Hilbert-Schmidt c'est en dimension infinie, donc ça s'appelle Frobenius plutôt. Les X et T. D'accord, et ça nous définit un système. Et cela définit un système lagrangien naturel avec l'énergie conservée avec qui est 1/2 de l'intégrale en X seulement de la somme de l'énergie cinétique et potentielle Et le problème de Cauchy pour cette équation, il consiste à trouver une solution. Pour toute donnée
donnée initiale qui est une paire de fonctions, parce qu'on a un système de deuxième ordre en temps, phi 0 et phi 0 point, et trouver une solution, donc une application d'onde telle que phi en 0 est variable muette, dt phi en 0 variable muette égale phi 0, phi 0. Et ce que je voudrais remarquer ici, qu'on a, quand on regarde la dynamique d'un certain système, la première chose qu'on regarde le plus souvent, c'est les états stationnaires. Et ici, on a des états stationnaires qui sont des objets classiques, classiques au sens vieux, qui s'appellent les applications harmoniques. Donc, il y a les solutions stationnaires. Sont les points critiques de l'énergie potentielle et ça s'appelle les applications harmoniques. Application harmonique de m tilde à valeur dans n. Voilà. Donc ça sera suffisant pour le contenu géométrique, pour introduire le modèle. Et après, je ne vais pas... Comme j'ai dit, ça c'est essentiellement pour la théorie locale. Pour la théorie globale, on ne peut pas faire grand-chose dans cette généralité. Mais je fais ça parce qu'après, quand je vais regarder les cas particuliers, j'aurai toujours quand même la structure, certaines structures géométriques qui viennent avec, à cause de cette structure générale. Voilà, moi je vais m'intéresser au cas très particulier suivant. Quand ma variété de départ c'est l'espace de Minkowski de dimension 2 en espace, donc 1 plus 2, et n c'est la sphère S2 quand on injecte, on voit comme la sphère immergée dans R3. Et dans ce cas-là, on a donc notre Lagrangien qui s'écrit 1,5 de dt phi carré moins je peux dire gradient phi au carré x dt. Et ici, on peut regarder ça tout simplement comme des vecteurs dans R3. Donc ça, c'est des longueurs dans R3. Et donc, dans ce cas-là, phi est une application d'onde. Si et seulement si. Et si et seulement si, il se passe quoi? On fait varier phi par un champ qui est tangentiel à la sphère. Et on calcule l'équation de L'Euler-Lagrange et on obtient qu'il nous faut d'Alembertien de phi et produit scalaire avec psi de dt
égale à 0. Pour toute variation, psi qui est orthogonale à phi. Toujours. Parce qu'on fait varier de manière tangentielle à la sphère, parce qu'on ne regarde que des applications à valeur dans la sphère. Donc les variations admissibles sont que les variations qui restent sur la sphère, c'est ce qui nous donne cette condition. Et cette condition, ça s'est traduit par d'Alembertien de phi en tout point tx égale à... donc on a le multiplicateur de Lagrange, mu tx fois phi tx. Pour tout tx. Pour tout tx dans un certain domaine. Dans un certain domaine. Donc ça c'est mon équation. Je peux la réécrire de manière un peu plus explicite. Parce que je peux calculer mu explicitement. Donc pour calculer mu, on peut dériver et la relation phi produit scalaire avec phi égale à 1. Et si on fait ça, on obtient la chose suivante. On obtient que le produit scalaire de phi avec le d'Alembertien de phi est égal, donc je passe les calculs, égal moins dt phi au carré plus gradient phi au carré. Et donc avec ça, on peut réécrire l'équation comme l'équation devient d'Alembertien phi égale à, donc j'ai calculé mon multiplicateur de Lagrange, moins gradient x phi au carré multiplié par phi. Et c'est ce qu'on appelle typiquement l'équation wave maps de l'espace de Minkowski R1 plus 2 dans S2. Et cette équation, même elle est assez compliquée. Donc la théorie de Cauchy, évidemment, pour les données régulières, elle est possible, parce que ça, même dans les cas plus généraux, elle est possible. Mais pour cette équation, il y a des résultats sur la dynamique en temps long pour des données petites. Et ça, c'est des travaux qui ont pris plusieurs années quand même, en particulier de Tatao et Tao et autres. Mais pour les références, je vais mettre dans les notes. Là, je ne vais pas passer trop de temps sur les références. OK, d'accord. Donc, une propriété que je voudrais signaler pour cette équation, c'est la criticalité. Donc, regardons ce que devient donc l'énergie, et ça s'écrit comme avant, et l'intégrale sur R2 de dt phi carré plus grade x phi au carré dx. Ici, j'ai la mesure de Lebesgue, tout simplement, sur R2. Et criticalité, donc remarque. En français, remarque, c'est pas avec K, mais peu importe, avec E. Et criticalité, caractère critique, énergie critique. Et qu'est-ce qu'on observe? Et si on prend lambda, un nombre strictement positif, alors
phi est une application d'onde, et si et seulement si, la fonction phi lambda, que je vais noter phi lambda de Tx, qui est définie comme phi à l'échelle différente, donc juste avec le changement d'échelle des variables, t divisé par lambda, x divisé par lambda, et elle est aussi. C'est parce que cette transformation, elle préserve le Lagrangien à une constante près. Donc les points critiques sont envoyés, sont préservés. Enfin, l'ensemble des points critiques est préservé par cette transformation. Et ça, c'est toujours comme ça à chaque fois que l'espace de départ est l'espace de Minkowski de dimension quelconque. C'est vrai. Cette transformation, elle préserve les points critiques. Ce qui est particulier pour la dimension du domaine égale à 2, c'est que l'énergie est conservée. Donc par intégration par changement de variable, que l'énergie de cette nouvelle application, phi lambda, est la même que l'énergie de phi. Et là, ça c'est particulier pour la dimension 2. La dimension R1 plus 2. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que si on dérive, ça nous fait sortir 1 sur lambda ici. Et donc au carré, ça fait 1 sur lambda au carré. Mais le changement de variable, donc le changement de la mesure est exactement le même parce qu'on est en dimension 2. Et donc c'est ça la raison pour laquelle énergie de phi lambda égale à énergie de phi. Et c'est pour ça qu'on appelle ça problème critique, énergie critique. Parce qu'en général, et ça c'est dans toutes sortes de situations, que ce soit elliptique ou problème d'évolution, on dit que le problème est sous-critique si on, dans la situation où si on se restreint à un petit domaine, donc si on fait un zoom sur une petite zone, le problème devient petit. Donc, dans cette situation, on dit que le problème est sous-critique. Et il est surcritique s'il devient grand, si on fait un zoom sur une petite zone. Et critique, il est critique si c'est pareil, si ça ne change pas la taille. En général, donc ça c'est une définition qui est aussi valable pour des problèmes elliptiques. Alors, donc c'est toujours par rapport à une certaine topologie qu'on est petit ou on est grand. Donc ici, la topologie qu'on prend, c'est la topologie qui est donnée par l'énergie, donc qui est la même régularité que l'énergie. Parce que, par exemple, si on regardait la topologie où on prend deux dérivés, ça serait sous-critique, parce que si une application est par exemple, ici, on peut prendre deux dérivés. Si on fait un zoom sur une petite zone, on peut calculer facilement que... Donc, petite zone, ça veut dire lambda grand, ici. Lambda grand, parce que si j'ai envie de regarder une petite région, ici, il faut que je... oui, c'est ça. Donc, il faut que je divise par lambda grand. Si j'ai envie d'avoir x à l'échelle 1, par exemple, et regarder une petite zone, il faut diviser par un grand nombre. Donc, ça serait par exemple, si je prenais une topologie où il y a deux dérivés, ça serait sous-critique parce que ça deviendrait petit pour cette topologie. Voilà. Donc, ça, c'est une discussion un peu générale sur qu'est-ce que. Quand on a un problème sous-critique,
il pourrait être plus facile parce qu'on pourrait résoudre un petit problème sur chaque petite zone et après essayer de recoller pour dire quelque chose sur tout le problème. Le problème ici, si on regarde le comportement en temps long, c'est que si on se restreint, même si on a un problème sous-critique, si on se restreint à une petite zone, ici vous voyez qu'il y a aussi le changement du temps. Donc mon problème devient aussi, je regarde seulement sur un petit intervalle de temps. Donc être sous-critique, pas forcément si on regarde le comportement en temps long. Donc parfois ça peut être plus simple de regarder un problème critique si on s'intéresse au comportement en temps long, pour toutes ces raisons-là. Ok, bon, peut-être il faut que je retourne à arrête ma digression. Voilà, donc cette équation-là, elle est très particulière, mais elle sera encore trop difficile pour moi. Et donc, je vais regarder une forme spéciale de solution. Des solutions qu'on appelle corotationnelles. Donc parfois appelé à tort probablement, enfin ce n'est pas tout à fait logique avec la nomenclature standard équivariante. C'est-à-dire de la forme suivante, phi en t r cosinus θ r sinus θ est égal à, donc quelle est la convention que j'ai pris? J'ai pris sinus u tr et cosinus kθ sinus u tr sinus kθ, et là donc la colatitude c'est dans ce cas cosinus u tr. Et ça appartient à S2. Ce qui n'est pas clair, c'est que j'ai le droit de faire ça. C'est pas clair du tout. Enfin, c'est pas clair du tout parce que je peux toujours me restreindre à une classe de solution spéciale, écrire le même Lagrangien et regarder quel point critique j'obtiens. Mais ce qui n'est pas clair, c'est que j'obtiens des solutions de l'équation de départ. Parce que j'ai un multiplicateur de Lagrange en général. Mais ici, il se trouve que c'est le multiplicateur de Lagrange, il est égal à 0. Et là, j'ai fait un calcul vite fait ici dans les notes. Je ne vais pas refaire ici. Mais ce qu'on obtient, c'est une simple proposition. Une proposition qui est très rapide enfin, c'est juste un calcul rapide, qu'on peut faire très vite. Et c'est que phi... Ah, pardon, ici, je n'ai pas dit k, c'est un nombre entier. C'est-à-dire où k, enfin entier, mais sans restreindre la généralité, disons, naturelle, 1, 2, 3, etc. Et donc, pardon, qu'est-ce que ça veut dire géométriquement quand même? Donc, justement, qu'est-ce que je fais ici? Je fais les coordonnées polaires sur mon espace de Minkowski. Et je prends les coordonnées sphériques sur S2. Et ce que ça veut dire, c'est que donc pour T fixe, on va dire, pour T fixe, j'ai une application qui envoie le plan dans la sphère. Donc ça, c'est mon application. Je peux regarder ça plutôt comme un vecteur dans chaque point. Un vecteur donc, sur chaque point. Donc l'application dans S2, ça veut dire un vecteur unitaire dans chaque point de l'espace. Et donc, par exemple, si je prends k égale à 1, ça veut dire que si je prends... Donc j'ai pris l'angle, ça c'est la ligne θ égale à 0. Et ça veut dire que si je tourne
et par angle θ, ici, dans le plan de Minkowski, alors mon vecteur tourne aussi, si k par exemple k est égal à 1, ça va aussi tourner par l'angle θ. Donc ici, ça sera, je suis incapable de faire un bon dessin ici, mais il faut imaginer un vecteur, celui-là, sur la sphère, quand je tourne ici par l'angle θ, et lui aussi il tourne le long du méridien, non, j'ai oublié c'est quoi le méridien, mais l'autre. Comment ça s'appelle? Parallèle, oui. Par l'angle θ aussi, ce vecteur. Fait aussi un tour par le même angle. Et si k est 2 ou plus, ça tourne plus rapidement, donc ça fait un tour complet. Par exemple, si θ fait juste un demi-tour ici, le vecteur va faire un tour complet. Etc. Donc, proposition, phi est une application d'onde. Si et seulement si. J'ai l'équation suivante pour la. Ça, on peut appeler U, on peut appeler colatitude. Donc la colatitude vérifie l'équation. C'est bien ça, colatitude? C'est ça le terme en géographie, je crois. Enfin, en géométrie. dt 2u dr égale dr de u dr plus 1 sur r dr u dr moins k carré divisé par 2r carré sinus de 2u dr. Et démonstration, donc, comme je disais, malheureusement, il ne suffit pas d'écrire le Lagrangien. Ça serait plus simple, un petit peu plus simple, plus élégant, mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut vraiment injecter ça dans cette équation-là et calculer ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait dans les notes. Donc, comme par la suite je m'occupe de cette équation, elle est devenue beaucoup plus simple qu'au début. Je dirais, par un petit abus de langage, donc je dirais dans ce cas que U est une application d'onde. Alors, quelques propriétés élémentaires. D'accord, donc ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est d'arriver à cette équation. Et c'est celle-là, en fait, c'est que celle-là que je vais analyser. Malheureusement, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'équation avant cette réduction aux applications équivariantes. C'est juste que je regarde des solutions particulières. Mais on ne peut pas réduire, on ne peut pas quotienter ou faire quelque chose pour comprendre mieux l'équation. Enfin, on comprend mieux au sens qu'on comprend des solutions spéciales. Mais on ne comprend pas mieux qu'avant les solutions générales de l'équation de départ. Malheureusement. Mais bon, je fais ce que je peux faire. Donc, quelques propriétés élémentaires de cette équation. Donc, je vais utiliser après, surtout dans le dernier cours, le Lagrangien quand même. Donc, je vérifie qu'est-ce que ça vaut. Et le Lagrangien, c'est pi
fois en termes de U. Donc je vais tout écrire en termes de U. C'est dTU carré moins dRU carré moins K carré sinus U carré divisé par R carré. R dR dt. Et j'ai l'énergie aussi qui est égale à l'intégrale. Donc toute l'intégration, c'est sur une région qui, pour les Lagrangiens, c'est sur la région qu'il faut. Ici, pour l'énergie, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de dTu plus dRu carré plus K carré sinus U carré divisé par R carré RdR. Voilà, donc ici, je vais regarder souvent cette équation comme un système hamiltonien pour la paire U dTu, comme on fait souvent pour des équations différentielles d'ordre 2. Donc mon espace de phase, ça sera souvent je vais regarder les paires de fonctions. Et pour noter, pour avoir une notation qui convient, je vais noter souvent comme ça U point, ou V point, ou U0 point par exemple, s'il s'agit de la donnée initiale. Donc ça, c'est une notation pour paire de fonctions. Une paire de fonctions, donc éléments dans l'espace des phases. Et voilà. Et ce qui serait important aussi pour moi, c'est l'énergie potentielle. Et j'utilise la même lettre, E, de U0 égale pi intégrale de dRu 0 carré plus K carré sinus U0 carré divisé par R carré RdR. Donc ça, c'est l'énergie potentielle. Et j'utilise la même lettre parce qu'on la reconnaît, parce qu'elle prend qu'une seule fonction, alors que l'énergie totale prend deux fonctions. Énergie potentielle. Bon, et là, je voudrais passer quelques minutes sur des solutions stationnaires. Donc, on va trouver les solutions stationnaires. Pour cette équation, solution stationnaire, c'est quoi? C'est les points critiques, les points critiques de l'énergie potentielle. Donc, solution stationnaire. Et pour trouver ces solutions, ces points critiques, je vais utiliser une astuce qui sera utile plus tard aussi, de faire un changement de variable. R puissance k égale exponentielle x. Donc ici x appartient, quand R est positif, alors x appartient à R. Et ce qu'on calcule par un changement élémentaire de variable, c'est que énergie potentielle de U0. Et donc ce changement de variable, et donc j'ai ma fonction V0 de x qui correspond, qui est... Donc si U0 c'est en R, donc R c'est exponentielle de x divisé par k. Et donc V0 de x, ça sera U0
de exponentielle x divisé par k. Et avec ce changement de variable, on calcule facilement que l'énergie de U0, c'est kpi fois intégrale sur R de dx v0 de x carré plus sinus v0x carré dx. Voilà, donc ça se simplifie comme ça, c'est très commode. Et là, je crois qu'on reconnaît le Lagrangien d'une. Donc ça, c'est l'énergie, mais on reconnaît le Lagrangien. Donc les solutions stationnaires, c'est très simple à trouver. Et d'ailleurs, c'est la même chose que les orbites homoclines pour le pendule mathématique. Parce que ça, c'est au module au signe près, c'est le Lagrangien du pendule mathématique classique à un degré de liberté. Mais ça, c'est juste une remarque pour trouver les points critiques. Et donc, les points critiques de celui-là, c'est les mêmes, parce que si on fait un changement de variable, les points critiques sont préservés. Et on trouve... Donc, on trouve les points critiques d'énergie finie. C'est les fonctions V0 x égale npi plus ou moins 2 arctangent de exponentielle x.l, où L, c'est un nombre quelconque. Donc, c'est la même formule que les orbites homoclines pour le pendule mathématique, enfin, à peu près plus pi sur 2, etc., au signe près, et rajout de pi sur 2. Je crois. Ça doit être la même parce que l'énergie, c'est le Lagrangien pour le pendule mathématique. Voilà, en termes de R, donc quand je reviens à R, la variable R, j'obtiens npi plus ou moins 2 arctangents de R sur lambda et puissance k, où lambda est un nombre positif. Et j'introduis une notation pour ça. Une notation QR sera égale à 2 arctangents de R puissance k et Q lambda R sera égal donc, à 2 arctangents de R divisé par lambda puissance k. Donc QR c'est Q1, c'est la même chose, mais bon, je trouve que il est commode d'avoir cette notation-là, QR égale Q1 égale 2 arctangents R puissance k. Voilà, donc mes états stationnaires, ça veut dire que mes états stationnaires et c'est l'ensemble npi plus ou moins q lambda 0. D'accord, donc ça c'est les solutions stationnaires. Et cette section, je la termine maintenant. Et il y a une simple propriété que cet exercice, on va dire que si U0 est d'énergie finie, alors
U est continu, c'est une fonction continue sur 0 infini, et il existe Mn des entiers tels que la limite quand R tend vers 0 de U0R est égale à Mpi, et la limite à l'infini est égale à Npi. Et la manière simple de démontrer ça, c'est d'utiliser ce changement de variable et démontrer ça pour ça. Donc, continuité, c'est juste l'injection de Sobolev en dimension 1, par exemple. Et donc, maintenant, je vais introduire des régions dans l'espace de phase. Donc, typiquement, quand on étudie cette équation, on introduit E comme ça, Mn, et qui est l'ensemble des paires U0 point, U0 point, tel que j'ai énergie finie et j'ai ces deux conditions, limite en 0 de U0R égale Mpi, et limite quand R tend vers infini de U0R égale Npi. Et ça, c'est des régions dans l'espace des phases qui sont invariants. Je ne peux pas passer de l'un à l'autre parce que ça me ferait exploser l'énergie vers l'infini. Donc, dans chacune de ces régions, on peut étudier l'équation dans chacune de ces régions, ce qui est plus ou moins la même chose. Donc, si je peux translater toujours, donc je peux supposer que, par exemple, m égale à 0 sans perdre la généralité. Après, en fonction de n, l'étude est différente. Et moi, ce qui va m'intéresser principalement, c'est donc mon objectif, c'est le portrait de phase, ou une partie de ce portrait, dans E00, que je vais appeler E, qui est E00, qui est donc ça, c'est des espaces, on peut montrer que c'est des espaces affines, c'est un espace linéaire. Et voilà, donc c'est ça qui va m'intéresser. Et donc, en général, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et mes fonctions, elles peuvent démarrer en 0 sans perdre la généralité, en 0. Après, à l'infini, peuvent se stabiliser autour de n'importe quel multiplié de pi. Moi, j'ai envie que ça revienne vers 0, à l'infini aussi. Donc ça, c'est un exemple typique d'une fonction dans l'espace E0. Et on voit que la solution U0 égale identiquement 0 est le seul point stationnaire dans E0. Dans E. Ok, très bien. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse, de décrire quel est le comportement dynamique dans E. Donc pour ça, il convient d'avoir déjà une théorie locale de Cauchy dans E. Ça, je n'ai pas insisté jusqu'à maintenant, j'ai parlé formellement des solutions lisses, etc. Donc la manière standard de regarder une théorie pour des données qui ne sont pas régulières, c'est de regarder ce qu'on appelle les solutions fortes. Les solutions fortes, ça veut dire des limites de solutions classiques, dans une topologie qu'on veut. Enfin, je ne sais pas si ça fonctionne dans tous les cas, mais pour des équations simples comme ça, scalaires semi-linéaires, cette définition marche plutôt bien, ou même bien, tout court bien.
Donc, en tout cas, moi ce que j'entends par une solution, c'est toujours une limite de solution classique. Ou un point d'adhérence, pour être plus précis, d'une suite de solutions classiques. Ce qui, je pense, est plutôt standard comme définition. D'accord. Et on a besoin. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de regarder donc, la topologie qui est convergence ponctuelle en temps dans cet espace-là. C'est la topologie qui me convient parce que. Oui, voilà. Donc, je n'ai pas encore défini l'espace. Voilà. Donc, pour définir l'espace, il me faut la norme. Donc, je définis la norme critique. On définit l'espace E. Parce que là, j'ai juste dit que c'est un ensemble qui vérifie ça. Pour avoir vraiment un espace linéaire, il convient d'avoir une norme. Et cette norme, elle est la suivante. U0, la norme dans E de U0 point. Et c'est défini comme 1 sur K de l'intégrale de 0 jusqu'à infini de U0 point carré plus dr U0 carré plus K carré qui sépare R carré U0 carré RdR. Donc pourquoi ce terme-là? Ce terme-là parce qu'il est équivalent à K carré sur R carré de sinus U0 carré si un module de U0 est petit. Et donc, dans ce cas-là, si la solution converge vers 0, à la fois en 0 et à l'infini, je remplace sinus par U0, ça me donne le même contrôle. Le même contrôle que l'énergie. Et aussi, je définis H, la norme qui correspond à l'énergie potentielle. Et je vais noter H, et l'espace qui correspond, ça sera le complété pour cette norme. 1 sur K de la partie potentielle, dr U0 carré plus K carré sur R carré U0 carré, RdR. Voilà. Et avant la pause, je vais énoncer ce que j'ai envie de démontrer avant la fin du cours. Bon, ça devrait suffire pour annoncer le théorème. Objectif du cours, objectif principal. Et d'avoir, comme je disais, une partie du portrait de phase dans cet espace. Donc, j'énonce de manière un petit peu informelle le théorème, qui a plusieurs auteurs, soit U, solution, donc application d'onde, telle que énergie de U est plus petite ou égale à 8 fois K pi. Je dirai tout à l'heure pourquoi ce nombre. Et à ce moment-là, exactement une des situations suivantes alliées. Et la première situation possible, c'est que U existe pour tout temps. Et converge vers 0 en moins en L infini. Donc la limite quand t tend vers plus ou moins infini
de ut en L infini égale à 0. Voilà, donc, et les effets non linéaires deviennent négligeables. On va préciser plus tard qu'est-ce que ça veut dire. En première approximation, deviennent négligeables. Voilà, donc il se passe... voilà, c'est ce que ça veut dire. Les effets non linéaires deviennent négligeables, la solution converge vers 0 parce qu'il y a des ondes qui se propagent, partent un peu à l'infini dans cette situation. Deuxième situation, c'est que la solution, donc U existe pour tout temps t suffisamment grand, pour tout t grand, enfin pour... Oui, c'est ça, parce qu'on ne sait pas où on a pris la donnée initiale. Donc pour tout t positif, on va dire, si on prend la donnée initiale en 0. Mais bon, après on peut constater la solution, donc c'est mieux de dire comme ça. Pour tout t suffisamment grand. Grand. Et là, il y a une différence entre k égale à 1 et k égale plus que 1. Donc, si k est 2 ou plus, alors U existe pour tout temps. Et donc aussi pour les temps négatifs. Et en plus, il existe mu est strictement positif et une fonction lambda, on va dire de moins infini jusqu'à certains, parce qu'on s'intéresse ici dans ce que je vais énoncer au temps petit, enfin grand négatif, lambda dans 0 infini et limite quand t tend vers moins infini de lambda t égale à 0 et limite quand t tend vers moins infini de u dtu moins l'objet suivant, plus ou moins, le signe peut être, je ne sais pas quel est le signe, de q lambda, donc j'avais défini tout à l'heure q lambda, solution stationnaire irrescalée avec changement d'échelle, moins q mu 0, et lambda dépend de t, pardon, 0, en cette norme E, que je définis tout à l'heure, égale à 0. Voilà, une possibilité. Donc ça c'est ce qui se passe si k est 2 ou plus. Si k est égal à 1, si k est égal à 1, alors U existe pour t seulement appartenant à un certain intervalle t moins infini. Et ici, t moins est plus grand, strictement plus grand que moins infini. Et après, c'est la même conclusion. Et la même conclusion. Donc ça veut dire qu'il existe mu 0 et qui est strictement positif. Il existe lambda qui tend vers 0 quand t tend vers t moins. Et la même formule ici de convergence quand t tend vers t moins. Et donc, troisième possibilité, c'est situation symétrique. En changeant les rôles, en changeant t en moins t. Donc j'aurai la solution qui... mais j'ai oublié de dire quelque chose. Il existe pour tous suffisamment grand. Oui, et j'ai oublié de dire aussi... et dans les deux cas, il y a ça aussi. Donc pour tout t suffisamment grand et... Excusez-moi, j'ai un peu de place ici. Et limite, quand t tend vers plus infini,
la même chose, mais seulement dans une direction de temps. UT au R infini égale à 0. Voilà, donc ce que je vais faire dans la suite du cours, c'est de montrer certains points de ça. Pour k égale à 1, essentiellement pour k égale à 1, je vais traiter le cas où il y a stricte inégalité ici. Et ça va donner seulement cette possibilité. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Et après, dans le dernier cours, donc le 3 juin, je vais aborder cette possibilité pour les cas d'égalité de l'énergie. Mais seulement pour k égale à 2. Parce que c'est le cas qui est le plus simple techniquement. Et il y a la plupart de l'analyse qui fonctionne, mais c'est juste qu'il y a des difficultés un petit peu techniques. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça en termes du portrait de phase? Donc, le portrait typique pour un degré de liberté, c'est une situation comme ça, c'est ça. Voilà. Un portrait de phase typique. Ouais. Et la même conclusion, donc k égale 1, ça veut dire quoi? Qu'il existe mu0 plus grand que 0. Existe lambda qui est défini sur l'intervalle ouvert témoin T0. Oui, témoin. En remplaçant moins infini par témoin partout. Oui, excusez-moi. Voilà, en dimension finie, on n'aura pas ce phénomène parce qu'il y aura, donc ça c'est une situation typique pour un degré de liberté. Ça c'est le point col. Et ce qui se passe, c'est que pour des données petites, on a des solutions qui oscillent autour des zéros gentiment, etc. Et après, on peut faire grandir l'énergie. Et on a toujours quand même la situation stable. Et après, on arrive au point col. Et on arrive au comportement différent. Donc, il y a des orbites typiquement homoclines, comme ça, hétéroclines, pardon, qui relie les points col. Donc ça, c'est la dimension finie. Et ici, on a la situation différente parce que les solutions qui oscillent, en fait, elles ne perdent pas l'énergie, l'énergie est conservée, mais elles convergent quand même faiblement vers zéro parce que ça part vers des éléments du phénomène des dimensions finies connu. Et donc ça, c'est une différence. Après, l'autre différence, c'est que donc, ici, je dis, j'arrive au point col, mais je n'ai pas vraiment de point col ici, parce que j'ai dit que dans cet espace, il y a 0 qui est le seul point stationnaire dans E. Il n'y a pas de point stationnaire ici, il n'y a pas vraiment de point col. Ce qui joue le rôle du point col, c'est ces objets-là, qui sont superposition de deux états stationnaires. Donc il y a un qui se concentre, donc c'est celui-là qui est à une petite échelle, après l'autre qui ne se concentre pas. Et donc ces objets-là, il n'y a pas vraiment de point col, mais il y a des objets qui jouent un rôle similaire qu'on va appeler les deux bulles. Deux bulles parce qu'il y a superposition de deux états stationnaires dont un change d'échelle. Et il n'y a pas de. Donc, une des conclusions, c'est qu'il n'y a pas. Ça n'existait pas ici. Si je pars ici, donc j'ai une solution qui converge d'un côté. Je peux seulement converger d'un côté vers cet objet. De l'autre côté, ça se détruit. Enfin, il n'y a pas ça, ça entre et ça converge vers zéro ici. Bon, ça, c'est un phénomène qui est de dimension finie. La destruction des orbites hétéroclines, c'est un typique quand même pour 2 degrés de liberté. Mais bon, c'est pas évident à démontrer pour cette équation. Je pense que c'est pas évident à démontrer. Qu'il n'y a pas cet objet qui, par exemple, qui pourrait relier des deux
cet objet qui est deux bulles pour les temps négatifs a au même objet, enfin, un objet similaire pour les temps positifs. Donc ça, c'est une des conclusions. Bon, donc ça c'est ce que je voulais dire par une partie du portrait de phase, est très lacunaire peut-être, mais bon, c'est ce qu'on peut montrer. Donc c'est pas du tout ça, c'est détruit ici en dimension. Et je pense que ça serait un bon moment pour faire une pause. Après la pause, je vais montrer une petite simulation pour vous montrer cette situation sur des images. Parce que peut-être ça, c'est pas vraiment... Je pense qu'avec une image, ça deviendra clair, au moins ce que j'ai envie de démontrer. Donc 5 minutes de pause suffira. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. C'est pour dire que je prends la donnée qui n'est pas forcément petite. Donc vous voyez, elle n'est pas du tout petite, cette donnée initiale. Pris un peu au hasard. Enfin, au hasard, ça veut dire, je pensais à la première fonction qui m'est venue à l'esprit, je l'ai mise dans le code. Je ne me souviens pas c'est quoi cette fonction. Et voilà, bon, donc qu'est-ce qui se passe? C'est en temps court. Vous voyez, si je lance en temps court, vous voyez des effets non linéaires. Il y a une partie qui veut aller à gauche, peut-être exploser, mais elle n'a pas assez d'énergie pour l'exploser, elle ne va pas exploser. Et attirer de nouveau vers le puits de potentiel ici qui est pour les valeurs négatives. Mais ça, après, ça se calme, tout se calme. Donc il n'y a que des effets non linéaires comme ça, qu'on voit clairement, qui sont attirés par le puits de potentiel. Et après, tout s'est calmé, il y a onde qui part vers la droite et elle va se déplacer comme ça, plus ou moins comme une onde linéaire, et décroître en norme à l'infini, parce qu'il faut penser que ça se passe en dimension 2, tout ça. Donc, comme il y a une onde qui part à l'infini, pour garder la même énergie en amplitude, elle décroît. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. Ça c'est ces effets, donc ça c'est cette décroissance, effets non linéaires qui deviennent négligeables, même s'il y en a en temps court évidemment, et même si la donnée n'est pas vraiment petite. C'est ça que je voulais dire ici avec cette image. Et l'autre, ça sera pour illustrer la deuxième situation. Donc ici, il faut penser qu'on est en train déjà de regarder pendant très longtemps. Donc c'est ce que je vous dis, il y a des petites oscillations qu'on voit à gauche. Donc, je suis content qu'ils soient encore. Donc voilà, il faut penser qu'on est déjà en train de regarder cette vidéo depuis infinité de temps, pour être plus précis. Ça, c'est fait pour k égale à 2. Et k égale à 2, donc on avait, avant, on voit qu'il y a cette superposition d'un état stationnaire qui est, voilà, donc c'est ça l'état stationnaire avec lambda petit. C'est ça qu'on voit presque vertical, près de l'axe. Et après, l'autre forme, c'est celui-là, avec mu0 égale à 1, qui fait que ça revient vers 0. Donc voilà, donc là on était déjà en train de regarder cette vidéo pendant un temps infini et il ne se passait pas grand-chose. Et maintenant il se passe quelque chose parce qu'il y a une sorte de collision. Donc moi je vois ça comme une collision. Il y a la bulle qui collisionne en échelle, donc devient de la même échelle que l'autre. Mais ça c'est clairement non linéaire ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et voilà, ça collisionne. Et il ne se passera plus rien, ça deviendra linéaire. Et ça va repartir à droite et décroître en norme à l'infini. Voilà. Voilà, comme ça. Ça va partir de manière linéaire. Bon, voilà. Donc, ok, donc ça c'est l'illustration. Vous êtes d'accord que c'est une illustration des deux points du théorème que j'ai énoncé ici. Bien. Ok, donc plan
Plan du cours, qu'est-ce que je vais faire? Donc maintenant, je vais faire la théorie de Cauchy proprement pour cette équation. Et donc ça, il faut que je finisse avant, on va finir à 1h10 peut-être. Et la semaine prochaine, je vais discuter donc la décomposition en profil linéaire donc linéaire, je vais présenter un cadre qui devient populaire parmi mes collègues récemment abstrait, qui a été popularisé par Tao, je crois. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui citent ça maintenant, donc s'il y a un cadre général, bon, il est facile à présenter, je vais essayer de le faire. Donc ça, pour la décomposition en profil linéaire, qui est essentiellement un outil du calcul des variations. Et après, je vais regarder la propagation des profils pour cette équation qui nous intéresse. Il se trouve que c'est assez facile à faire dans notre cas. En fait, on peut faire la démonstration complète sans passer par Fourier, bizarrement. Et donc ça sera la semaine prochaine. Et ensuite, donc la troisième séance, je vais présenter le schéma de preuve de ce qu'on appelle concentration-compacité, ou le schéma de Koenig-Merle, ou de induction sur l'énergie de Bourgain, ou d'autres noms, dépendant de où se trouve l'orateur. Et après, enfin, donc, entre les deux, il faut que je fasse rapidement ce qu'on appelle la théorie de bubbling, ou des éléments de la théorie de bubbling de Chatata-Vildar-Zadeh. Et je ne sais pas si je vais faire ça la semaine prochaine ou la semaine suivante, parce que je ne sais pas à quelle vitesse je vais avancer. Et enfin, la quatrième semaine, ça sera la théorie de modulation. Donc ça, concentration-compacité, c'est des méthodes qui sont non perturbatives, qui servent à démontrer ce type de résultat en temps long. Et donc après, je vais traiter une théorie de modulation qui est plus classique, qui est perturbative, un outil classique de l'analyse non linéaire perturbative, pour décrire l'interaction. Donc pour décrire comment, ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'en fait la vitesse avec laquelle se déconcentre cette bulle qui se déconcentre, elle est très, très précise. Et on peut trouver facilement exactement par cette théorie de modulation. Et je vais donner le schéma de démonstration pour finir ça, donc pour traiter le cas. Ce cas limite où il y a des solutions qui convergent vers ce point col idéalisé. Voilà, donc tous les cas de séance devraient être relativement indépendantes, je pense. Enfin, pas tout à fait, parce que quand même, je suis en train de démontrer un seul théorème, mais au niveau des méthodes. Donc, il y aura décomposition en profil, il y aura concentration-compacité, enfin, il y aura modulation. Alors, chapitre 2, théorie de Cauchy, parce que je sais que... après, c'est ici. Je sais que... Enfin, pas tout le monde est habitué aux équations d'évolution. Si on n'a pas l'habitude, il n'y a pas de raison qu'on connaisse ça. Donc, je vais donner des éléments. Donc, bon, l'équation... Bon, il y a quelques conventions de notation que je voudrais fixer pour me faciliter la vie. Donc, j'ai déjà fait ça, parce que c'est par l'habitude. J'en mets souvent des arguments de la fonction. Donc, j'écris souvent U au lieu d'écrire UTR.
Mais mathématiquement, c'est permis parce que j'ai envie de dire la fonction c'est permis parce que j'ai envie de dire la fonction qui est l'objet qui prend des arguments et qui donne, etc. Donc, si j'écris U de t, par exemple, j'ai envie de dire, pour t donné, c'est une fonction qui prend un argument R et qui donne une valeur réelle, par exemple. Donc ça, c'est la convention. Ça me facilitera la vie de mettre des arguments. Ça va faire... Enfin, j'aurais besoin d'écrire beaucoup moins en tableau. Après, pour les espaces, les espaces de Lebesgue, de Sobolev, c'est toujours par rapport à la mesure, donc espace fonctionnel. Et par rapport à la mesure R dr, si c'est en R, si c'est en espace, et dt si c'est en temps. Okay, donc, et il y aura des espaces en espace-temps, donc ça sera en dt r dr. Ce sera les espaces de Lebesgue, de Sobolev. Et si je mets des domaines, parfois je n'écris pas le domaine, ça veut dire tout l'espace. Par défaut. Bon, donc avec tout ça, je rappelle l'équation. Donc ça, c'est des conventions de notation qui me sont commodes. Et je rappelle l'équation dt de u égale dr de u plus 1 sur r dr u moins k carré divisé par 2 r2. C'était quoi? C'était sinus de u égale à 0. Et donc, pour la théorie de Cauchy, je sépare la partie linéaire. On réécrit l'équation. En séparant la partie linéaire de la partie non linéaire. Donc, je veux dire tout simplement, j'enlève 2u du développement asymptotique du sinus et j'obtiens, en faisant ça, dt de u égale un opérateur que j'ai noté moins lk u plus z u et multiplié par u cube divisé par r carré, où z u c'est la fonction suivante de k carré u moins k carré sinus 2u divisé par 2u puissance 3, qui est une fonction analytique, donc pas de problème avec globalement ellipsis, etc. Donc analytique converge vers 0 à l'infini pour u réel. Pour u réel borné, et même converge vers 0 à l'infini. Donc une fonction très gentille. Donc essentiellement, le problème, on pourrait dire que le problème qui me cause cette équation sont essentiellement dus à ce terme-là, z, et il est facile à traiter. Et je n'ai pas écrit qu'est-ce que c'est LK. LK, c'est moins dr2 moins 1 sur r dr et moins k2 divisé par r2. Ou plutôt plus. Voilà, c'est mieux. dr, donc Laplacien en dimension 2 plus potentiel répulsif. Eh bien, et j'ai envie de montrer que l'équation, donc de résoudre le problème de Cauchy dans l'espace E. Donc pour ça, les méthodes standards, c'est d'utiliser, enfin la seule méthode, je ne sais pas si c'est la seule méthode, mais d'utiliser des estimations de Srikkarts, que je vais rappeler maintenant.
Donc ce que je vais faire, c'est je vais définir la norme de Stricars pour un intervalle de temps. On pose. Donc si U est une fonction définie sur cet intervalle croix espace, on pose la norme U, S, I. La norme de Stricars sera définie comme la norme de ce truc-là, U3 divisé par R2, L1, L2. Donc je vais dire L1, I à valeur dans L2. Mais après, je vais écrire L1, L2, I pour voilà. Puissance, pour que ce soit une norme, il faut que je prenne la puissance entière ici. C'est ça que je fais. Et donc pourquoi je définis ça? Parce que j'ai envie de traiter comme on fait le plus souvent pour des équations simples comme ça, semi-linéaires, de traiter la non-linéarité comme un terme de forcing pour la partie linéaire. Donc j'ai envie de contrôler la borne. Si j'ai envie de regarder U dans l'espace d'énergie, le bon espace pour le terme de forcing, c'est L1, L2 pour l'équation des ondes. Et donc c'est pour ça que je définis comme ça. Mais maintenant, le but, c'est d'avoir des estimations sur cette norme-là. Je rappelle pour ça des estimations des Stricars pour l'équation des ondes normale, libre, enfin sans ce potentiel répulsif. Pour ça, je dis que... Donc ça, je rappelle un résultat classique qui est dû à plusieurs auteurs, Gimre, Velo, Chatoshtrov, Kapitinsky, Kiltao et d'autres auteurs que... certainement d'autres auteurs aussi, il faut mentionner. Je suis désolé de ne pas citer tout le monde. Définition, on dit que une paire PQ est admissible et si P est plus grand que 2 et il existe Q tilde qui appartient à 2Q, l'intervalle fermé de Q, donc en particulier Q est aussi plus grand que 2, tel que 2 sur P plus D-1, donc D est donné ici, D donné, appartenant à 3, 4, 5, ça pourrait être 2, mais pour 2 on n'obtient pas grand-chose. Non, ça ne peut pas être 2 en fait, donc à partir de 3. D moins 1 divisé par Q tilde égale à D moins 1 divisé par 2. Et P Q tilde D ne peut pas être égal au triple interdit de infini 3. Voilà, donc ça c'est juste une définition. Et le théorème, supposons PQ admissible et AB admissible, deux paires admissibles, et U solution du problème suivant, équation linéaire des ondes dt. 2U égale Laplacien U plus forcing F, donnée initiale U0 dt U0 égale à une paire U0 point, et Tx appartenant à R croix RD, U réel. Mais pour être vectoriel, ça c'est pareil, évidemment, parce que bon, il n'y a rien qui se passe. Alors,
U dTu, la norme L infini de R à valeur dans l'espace HS homogène croix HS-1. Ici, je suppose que S est tel que ce que j'écris a un sens. Enfin, ça a un sens, on peut regarder juste les normes. Les normes, ça a toujours un sens, mais les espaces ne sont pas toujours très bien définis. Mais bon, oublions ces détails. U, LP, LQ. Et à une constante près, constante qui dépend de tous les nombres qu'on a mis, de la taille de la donnée initiale. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire l'espace HS croix HS-1 et plus forcing dans l'espace L A', LB', où A', B' sont les exposants Hölder conjugués de A et B. Donc ça, on ne va pas démontrer. Je ne vais pas démontrer, évidemment. Ça, c'est l'analyse harmonique assez avancée. Enfin, non, mais bon, ça, on va admettre ça. Mais les configurations qui m'intéressent, sont les suivantes. Sigma D PQ AB. Je vais utiliser trois suites, dans trois configurations. Sigma toujours égal à 1 parce que je regarde l'espace d'énergie. Donc l'espace d'énergie, ça veut dire que ça correspond à prendre une dérivée et prendre la norme L2. Donc sigma toujours égal à 1. Pour D, j'aurais besoin de prendre 4. On verra tout de suite pourquoi 4. Et PQ 3, 6. 3, 6, on devine pourquoi, parce que si je prends la norme L2 de U3, L1, L2 de U3, j'obtiens L3, L6. Et là, ça sera toujours infini 2. Donc, de sorte que j'ai le forcing qui est dans L1, L2, comme je disais tout à l'heure, l'espace naturel pour considérer le terme de forcing. Donc ça, c'est une configuration dont j'ai besoin. Et l'autre, c'est 1, 4, 2, 8, infini 2. Et enfin, j'aurais besoin de 1, 6, 2, 4, infini 2. Et j'ai vérifié que ça j'espère que je suis sûr que je ne me suis pas trompé. Donc ça vérifie bien l'admissibilité, toutes ces configurations. Donc les deux configurations, donc deuxième et troisième configuration, c'est des configurations qu'on appelle endpoint. Et donc ça veut dire que P est égal à 2. C'est un peu plus difficile à démontrer que P est strictement plus grand que 2. Et ça va me servir pour le cas K égale à 1. Et ça va me servir pour le cas K égale à 2. Et dans le cas K égale à 1, je pourrais m'en passer, je pourrais prendre n'importe quoi qui est plus petit que 3 ici, au lieu de prendre 2. Donc je pourrais prendre une qui n'est pas endpoint. Mais dans le cas K égale à 2, j'ai vraiment besoin de endpoint. Voilà, avec ça, je suis toujours en train de perdre la craie. Avec ça, je vais énoncer un lemme. Il existe une constante positive. Ou bon, après, de toute manière, je vais utiliser le signe comme ça pour dire plus petit à une constante près, mais bon, je vais écrire proprement peut-être l'énoncé. Il existe une constante, c'est positive, telle que si I, intervalle de temps, F appartient à 1, 2,
U. Oui, excusez-moi. Sigma, pardon. S égale sigma. Oui, c'est pas le problème, c'est juste que la condition d'admissibilité elle est valable pour sigma égale 1. Ah oui, parce que j'ai oublié de. Oui, parce que j'ai oublié de. Sont admissibles et ça ne suffit pas. Et vérifie la condition de scaling. Donc, oui, excusez-moi, j'ai oublié la condition de scaling. 1 sur P plus D divisé par Q égale 1 sur A' plus D divisé par B' moins 2 égale à D sur 2 moins sigma. Voilà. Donc ça, on appelle condition d'admissibilité. Ça, c'est la condition de changement d'échelle. C'était ça, oui. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si je raconte des bêtises, s'il vous plaît. Et en plus, S égale à sigma. Ok, maintenant j'essaie de traduire ça pour avoir des estimations pour mon problème que je suis en train de regarder, les applications d'ondes. Et U, la solution du problème dt de U plus LK U égale F et donnée initiale U0 dtu 0 égale U0 point. Alors, U, cette norme que je viens de définir ici, U en S, plus U, U dtu en norme L infini de I à valeur dans E, est plus petit que C multiplié par la donnée initiale U0 point E plus F L1 L2. Donc il y a une partie, bon, on va faire une sorte de preuve, avec pas tous les détails mais quand même. Et la partie il y a une partie qui est facile, c'est d'estimer ce bout-là, parce que ça s'appelle l'estimation d'énergie, et ça on obtient en dérivant la norme, norme E en fait. Donc en dérivant le carré de la norme E, on peut obtenir une estimation pour ce morceau-là. Ce qui est plus difficile, c'est cette partie-là, et pour ça, on se ramène aux estimations de Strickars, et on le fait de manière suivante. Donc c'est ici que je dois me restreindre à k égale 1, 2. Bon, remarque, moi je fais seulement pour k égale à 1, 2, mais le cas général, enfin pas besoin d'écrire ça, mais le cas général peut être traité parce qu'en fait il existe des estimations des Strickars qui sont dues à Planchon, Stalker et Taviter-Zadeh. Pour des équations avec potentiel comme ça, répulsif, inverse R puissance moins 2. Mais je n'ai pas envie d'utiliser ça parce que je voudrais utiliser juste des résultats qui sont le plus standard possible. Donc c'est pour ça que je me restreins à k égale à 1 et 2. Et donc l'astuce ici, c'est de définir V R comme R moins KU et G
qui est défini comme R moins K F. Et on peut vérifier, on peut calculer que pour V, on obtient l'équation des ondes libres standard dt2 moins Laplacien dans RD, U égale à G, où D égale 2K plus 2. Donc c'est un calcul facile. Et donc pour K égale à 1, on obtient D égale à 4. C'est pour ça qu'on prend la dimension d'espace 4 ici. Et pour D, K égale à 2, on obtient la dimension 6. C'est pour ça que j'ai besoin aussi d'une estimation en dimension 6. Et après, on calcule les normes. Et il se trouve, par exemple, que si on calcule par exemple, pour K égale à 1, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la norme L2, mais V, il faut penser que ça vit dans R4 maintenant, enfin sur R4, fonction définie sur R4. Donc si je prends la norme L2, mais avec la mesure qui correspond à la dimension 4, donc R cube dr, c'est à une constante près, et même la constante est égale à 1, je crois, égale à R moins 2 U cube L2 pour la mesure R dr. Parce que bon, CV est égal à R moins 1 U, donc oui, il manque un 3 ici. Donc si je prends oui, c'est ça. Merci. Oui, j'ai mis un 3, mais pas où il fallait. V3. Donc V3, c'est U3 divisé par R3. Après, on prend le carré parce qu'on prend la norme L2. Et ça nous donne U6 divisé par R6. Et après, on multiplie par R3. Et ça nous donne R moins 3. Et ici, on obtient la même chose parce que c'est R moins 4 en prenant le carré. Après, on multiplie par R, ça nous donne R moins 3. C'est pour ça que c'est vrai. Et donc, on retrouve la norme qui nous intéresse à partir de la norme d'Estricard de V. Parce que ça, c'est égal à L6 de puissance 3 cette fois-ci. Voilà, je passe les détails qui sont ici dans les notes. Mais en jouant comme ça, on peut obtenir... Donc c'est juste réécrire les estimations, après utiliser Hölder ou des choses comme ça, simples, pour obtenir cette estimation à partir du théorème. Et donc là, il me suffit ça et ça pour faire ça. Ça, je n'ai pas besoin pour l'instant, mais j'aurai besoin tout à l'heure. Et voilà, donc ce lemme-là, il est suffisant pour obtenir la solution, la preuve du caractère bien posé de l'équation dans l'espace d'énergie. Mais pour la décomposition en profil, donc la semaine prochaine, j'aurai besoin de ce que je peux appeler voilà. En particulier, si on imagine qu'il n'y a pas de terme de forcing, donc si f est égal à 0, j'introduis une notation, oui, ça sera commode. Notation. Si U résout l'équation autonome,
dt de u égale moins LKU. Et j'écris donc j'écris proprement, il faut écrire u dtu égale st, le propagateur linéaire de u0 dtu0. Pardon, ici il faut quand même que j'écrive u de t dtu t égale st de la donnée initiale, donc c'est le propagateur d'onde linéaire, enfin avec ce potentiel, mais cette transformation conjugue ça avec le flot normal des ondes. Donc en particulier, c'est un groupe fortement continu dans l'espace E. ST, c'est un groupe fortement continu, d'isométrie, un groupe d'isométrie fortement continu dans l'espace E. Et en particulier, donc, je vais noter souvent aussi UL. Donc à chaque fois que j'écris UL, ça veut dire que c'est le UL est égal au propagateur. Donc UL égale S de T égale ST U0 U0 point. Okay. Donc de ce lemme en particulier, oui, mais un petit peu par abus de notation, encore une fois, je peux aussi écrire que la première coordonnée, donc U de T égale ST U0, U1. Ça, U0, U0 point. Ça, parfois, c'est commode d'écrire comme ça aussi. Donc, ce qui veut dire que, bon, j'oublie la deuxième coordonnée, je regarde juste la première composante, pardon. Et en particulier du lemme précédent pour f égale à 0, on obtient que la norme de Stricars de UL S, je ne précise pas le domaine, ça veut dire que c'est sur tout l'axe réel, SR, et à une constante près plus petite que la norme de la donnée initiale U0, U0 point E. Donc ça, c'est un cas particulier pour f égale à 0. Mais j'aurai besoin la semaine prochaine de ce que je pourrais appeler estimation des Stricars raffinés. Qui n'est pas nécessaire pour faire le caractère bien posé, mais sera utile pour traiter la propagation des profils. Enfin, pas propagation, mais pour démontrer un résultat sur les profils, des compositions de profils. Donc, estimation de Stricars raffiné. Bon, ici, elle n'est pas vraiment tant raffinée que ça, mais c'est par analogie avec des estimations de Sobolev raffinées qui sont classiques et qui ont un petit peu la même idée. Et donc, sous les mêmes conditions, je prends la donnée initiale U0, U0 point dans E. Je prends UL qui est ST de cette donnée initiale. Alors, pour k égale à 1, j'ai UL dans S et puissance 3 à une constante près plus petit que la norme de UL dans L infini en temps, L infini en espace. Donc c'est juste L infini, mais j'insiste qu'il y a il y a L infini en espace-temps, multiplié par U0, U0 point, E puissance, la puissance qu'il faut, donc 5,5 ici, et pour k égale à 2, c'est pareil, presque, mais je mets ici puissance 1, enfin,
j'aurais pu garder ça parce que, bon, le commentaire tout à l'heure, U0 point, E au carré. Donc, remarque, U, L infini, est à une constante près plus petite que la norme de la donnée initiale. U0 point en E. Car H s'injecte dans L infini. Ça, on a vu avant la pause. Et l'énergie est conservée, donc E est conservé, H est plus petit que E, donc on obtient ça par cette injection-là. Donc c'est pour ça que c'est raffiné, parce que j'ai un morceau qui est plus petit, donc c'est mieux que ce que j'avais ici. Et on obtient ça en regardant la preuve qu'on fait. À un moment, on sort juste la norme U de l'intégrale. Et ben là, je l'avais oublié, mais là, si je la garde, j'obtiens ça. Et c'est tout. Et ici, la puissance ici n'est pas importante. Ce qui est important, c'est d'avoir une puissance positive. Donc, ce qui est important, c'est que si ça tend vers 0 à l'infini, c'est qu'aussi la norme S tend vers 0. Si l'énergie reste bornée. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est ça qui va jouer pour moi le rôle des estimations de Sobolev raffinées, qui font intervenir aussi des normes à l'infini, toujours, mais en fréquence. Mais là, je n'ai pas besoin, je garde les normes à l'infini dans l'espace physique et ça marche bien, j'espère. On verra la semaine prochaine. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je vais juste, parce que je manque de temps, je vais faire des énoncés. Je ne vais pas faire les démonstrations, juste je vais dire rapidement comment ça fonctionne. Donc, le lemme sur le caractère bien posé. Si M, pour tout M positif, il existe état 0 qui dépend de M, qui est strictement positif aussi, et C, qui ont la propriété suivante, telle que ce qui suit est vrai, soit 0 appartenant à I, qui est un intervalle de temps, et on va supposer que on a la donnée initiale, U0 point, dont énergie est plus petite que M, et la norme de Stricard, c'est de l'évolution linéaire de U0 point. En termes de Stricard, sur I est plus petite que eta 0. Alors, il existe une unique solution forte du problème que je vais appeler par la suite WaveMap. Donc WaveMap, c'est l'équation que je n'ai plus au tableau, mais bon, c'est l'équation qui m'intéresse pour dTu égale DRU plus 1 sur R. DRU moins K carré divisé par R carré sinus de 2U divisé par 2. Et voilà, donc il existe une unique solution forte. Et cette solution vérifie. Bon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce qui me permet, à une énergie bornée, ce qui me permet de décider si la solution va exister sur tout l'intervalle, c'est la taille. Donc je peux mesurer en quelque sorte la vraie taille de la donnée initiale avec cette norme de Stricard de l'évolution linéaire, tout simplement, de U0, U0 point. Et la preuve de ça, ça se fait par point fixe. Donc, c'est le schéma habituel. On définit une application qui, à chaque fonction, associe la solution de l'équation avec
avec le terme de forcing qui est donné par la non-linéarité évaluée pour cet argument. Et après, on cherche le point fixe de cette application. Et ça se fait. Ça se fait grâce aux estimations de Srikkarts. Je peux au moins définir cette application. Donc, ça se passe dans une boule qui est l'ensemble de U tel que U dtu moins UL dtu L infini I E plus. Donc on a besoin du contrôle des deux éléments, U moins UL en Srikkarts, est plus petit que ρ. Et on considère l'application F de Béraud il se trouve que ça envoie aussi dans Béraud, donc Béraud est invariant, et à U dans Béraud, on associe V égale FU, solution du problème DT2V plus LKV égale ZU U3 divisé par R2. Et avec la donnée initiale V0 DTV0 égale U0 point. Voilà, donc solution du problème linéaire avec le forcing qui est la non-linéarité, mais appliqué à U, et après on cherche le point fixe, et on voit que le point fixe, ce sera une solution. Donc être solution est équivalent à être point fixe de F. Et donc comment ça fonctionne? Il faut avoir des estimations L infini IE et S sur V, et c'est exactement ce qu'on obtient du lemme qui était ici, que je viens d'effacer, parce qu'il permettait d'obtenir des estimations pour ces deux normes en termes de la donnée initiale et en termes de la taille du forcing en L1, L2. Mais la taille du forcing en L1, L2, c'est exactement la norme de Srikkarts au cube, enfin, modulo des détails, et ça se referme facilement. Bon, mais je n'ai pas réussi à finir ce que je voulais, donc je voulais annoncer en fait, j'espérais faire encore le lemme, ce qu'on appelle lemme de perturbation en temps long, mais je vais commencer par ça la prochaine fois, parce que je n'ai pas envie de déborder trop. Et voilà, donc merci pour aujourd'hui.